Alors, la performance musicale à distance. Donc, évidemment, donc on est passé tous à travers ces 2 ans des crises pandémiques et on sait qu'est-ce que ça veut dire. Et je pense qu'on est tous ravis d'être un peu au moins revenus à la normale. Donc, évidemment, ce n'est pas un sujet qui peut enthousiasmer, le fait de penser la performance à distance, n'est-ce pas? Et la première chose qu'on pense, c'est que, bon, assister à un spectacle musical à distance devant son écran d'ordinateur est une expérience, au minimum, on pourrait dire, plus pauvre que celle qu'on peut vivre dans une salle de concert, un théâtre, une place ou autre chose. Et évidemment, ce n'est pas seulement une question de taille d'écran, non, la taille de téléviseur d'ailleurs, comme celui que j'ai à mes épaules ici, ne fait qu'augmenter en quelque sorte, même la définition. Hein, on a ces 4K que maintenant nous présentent des images qui sont sans doute plus claires de ce que l'on peut voir aussi en live quand on se trouve à une certaine distance et quand on est myope comme moi. Et donc, du coup, en quelque sorte, c'est pas seulement question si on veut, des définitions d'images, des sons non plus. En revanche, bon, ces sentiments, cette sensation liée à la présence effective de l'interprète ou du performeur en général demeure bien plus difficile et peut-être intrinsèquement impossible à assurer. Donc cette impression de partager l'espace-temps dans lequel l'action musicale a lieu. Ça, c'est quelque chose que toute personne qui a assisté à un spectacle, et d'autant plus, si on veut, tout musicien ressent très, très facilement. Donc c'est cette idée de partager un espace qui n'est pas seulement physique, mais aussi émotionnel, affectif et social aussi. Certains auditeurs diront qu'ils se sentent même plus proches de l'œuvre qui est instanciée ou qui s'incarne à travers la singularité de l'acte performatif. Non ? La pandémie nous a montré, à travers cette migration forcée, en quelque sorte, de la performance live dans le web, tous les désavantages, toutes les difficultés. Mais je vais croire aussi qu'il nous a montré éventuellement quelque chose qui pourrait être un avantage. Et donc je vais tout simplement me demander s'il n'y a pas aussi quelques avantages, et quel serait cet avantage? Qu'est-ce qu'on peut en faire au fond de cette performance à distance une fois que, espérons, la situation sera terminée? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelque chose qui change ou quelque chose qui nous permet de dire on continuera à utiliser cette opportunité. Évidemment, donc, les concerts en live, on espère de revenir là, dans cette présence, qu'on dirait, qui est aussi corporelle, émotionnelle, et qui est fondée sur une forme d'empathie, qui est difficile d'imaginer à distance, toutes sortes, tout ce qui accompagne ce qu'on a appelé la liveness d'un spectacle. Et il y a ces livres déjà un peu anciens maintenant, mais toujours d'actualité, si on veut, de Philippe Ausländer, donc Liveness, qui vous expliquera que déjà, depuis la télévision, au fond, les mass médias, que le spectacle vivant se trouve à rivaliser avec disons, les mass médias, avec au moins au niveau, disons, de ce qu'on appelle l'économie culturelle, hein, c'est-à-dire, et c'est une lutte un peu difficile, hein, parce que, comme vous le savez, donc, un concert en live coûte cher, et donc, quand on a d'autres opportunités, évidemment, c'est difficile parfois de les maintenir en vie. Mais la question que je voudrais poser est si, au fond, il n'y a pas aussi quelques innovations dignes d'intérêt. Et pour le faire, je vais m'appuyer un peu sur les réflexions d'un philosophe italien qui est Maurizio Ferraris,
qui a écrit, entre autres choses, des livres. Donc, celui qui est à gauche, Mobilisation totale, vous le trouvez aussi en français, publié il y a quelques ans. Celui de droite, il est encore un peu récent, il est sorti, si je ne me trompe plus, donc c'est l'année dernière. Donc, documanité, c'est un terme qui n'existe pas, qu'il a inventé, et qui met ensemble des mots, les documents et l'humanité. Comme l'humanité s'est transformée dans une sorte d'énorme document global qui est tout ce qu'on trouve aujourd'hui dans la docusphère qui est le web. Et donc, l'aspect intéressant de cette perspective est qu'elle montre un aspect, donc montre quelque chose qui concerne la dernière révolution médiatique, si on veut, à savoir le fait que même avant d'être, disons, un système d'information et de communication, le web se présente, et ça il faudra faire bien attention, comme un énorme dispositif capillaire d'enregistrement et par conséquent de mobilisation. Alors, cette thèse-là, à mon avis, est intéressante parce que nous permet aussi d'expliquer certains phénomènes qui sont propres à, disons, la migration de la musique dans le web. Hein. Et on verra, disons, il y a quelques conséquences intéressantes. Donc, comme je disais, donc, quand on parle de ces phénomènes, immédiatement ça nous vient à l'esprit l'idée qu'avec cette expérience, nous perdons quelque chose. Nous parlons de la présence effective de musiciens comme, disons, d'un Nich et Nunc, d'un ici et maintenant, qui est irremplaçable. Le premier à avoir expliqué tout ça, c'est Walter Benjamin, avec ce célèbre essai écrit dans les années 30 sur la reproductibilité technique, l'œuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique. Bien sûr, Benjamin parlait surtout d'art visuel, notamment, bon, son sujet, il parlait de photographie, comme vous le voyez d'ailleurs sur la couverture de cette édition française, de son célèbre texte. Il parlait aussi de cinéma, qui étaient pour lui des nouveautés, des choses qui avaient un peu révolutionné le monde de l'art. Et la révolution, pour lui, consistait justement dans le fait de cette, entre autres choses, de cette perte de l'aura, c'est-à-dire, alors que face à un tableau, on s'est trouvé face, disons, à l'original qui sortait de la main de l'artiste, et il y avait quelque chose d'extraordinaire à se trouver face à l'œuvre elle-même. Avec une photographie, cette sensation, on la perd un peu, non? Parce qu'on sait qu'à partir d'un cliché, on peut produire un nombre de photographies illimité, donc du coup, la photographie devient reproductible. L'œuvre n'a plus cette aura, cette magie qui accompagne sa présentation unique. Alors ces discours-là, bon, quelqu'un l'a bien relevé aussi dans le domaine musical, hein, parce que si on pense dans les cas de la musique, il y a quelques petits exemples que Benjamin fait dans son texte. Pensez à la reproduction via l'enregistrement et les disques déjà, non? Un disque, c'est déjà rendre reproductible la musique. Et d'autant plus, comme dire aujourd'hui, le web qui nous permet d'avoir de la musique partout, sans avoir plus les musiciens, et surtout de l'itérer, de la répéter à l'infini. Tout ce qui fait perdre un peu ces suppléments d'aura qui est propre au caractère unique et irremplaçable de la prestation. Donc, la genèse de cette sensation, de ce malaise, non, on pourrait dire, qu'on a face à quelque chose qui n'est plus unique, mais qui peut être reproduit, et qui dans sa reproductibilité nous fait perdre ce sentiment de présence. Pour la première fois a été visé effectivement déjà dans les siècles derniers, notamment aux années 30 par Benjamin, par rapport à d'autres expressions artistiques, mais on peut dire que la musique, ces moyens-là que vous voyez à l'écran, radio, télévision, donc les masses médias traditionnels, standards, disons, étaient déjà là, au fond,
comment dire, ils avaient déjà montré tout cet aspect. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau aujourd'hui? Bon, il faut dire, avant d'entrer dans le monde actuel, mais déjà on peut dire que les discours qu'on a fait sur tous ces moyens-là, par rapport à cette idée de distance qui s'est créée à ces moments-là, c'est un discours qui, chez Benjamin, n'a pas une connotation négative. Hein. Au contraire, pour lui, c'était aussi une sorte de nouveautés bienvenues, hein, mais qui ont été en revanche dénoncées de manière très ferme par Adorno. No? Adorno, Theodor Wiesegund Adorno, écrit un article de réponse à Benjamin, mais qui concernait cette fois-ci la musique. Et il parlait de la régression de l'écoute, il parlait de tous ces phénomènes de dégénération qui sont dus à, entre autres choses, à cette diffusion des moyens de reproduction de la musique, des formes de réception, par exemple, et d'écoute distraite, dénoncées par Adorno. Alors, il est possible que l'avènement de la technologie numérique, la migration massive de la musique dans le web, déjà perceptible depuis une bonne décennie au moins avant la pandémie, et sans doute amplifié par la pandémie, et contribué en quelque sorte à renforcer cette attitude. C'est à vérifier, même si à première vue, les jugements me semblent fondés quelque part sur une généralisation excessive. Alors, c'est vrai quand on dit que beaucoup de gens aujourd'hui écoutent de manière distraite. Hein. On se dit déjà ce qui a provoqué toute cette idée de faire la musique à distance. Bon, je vous fais il n'y a pas que la musique à distance, vous l'avez vu, il y a les cours à distance. Alors comment on suit les cours à distance? Bon, qui dans la salle de bain, qui est en train de faire autre chose, qui est en train de prendre le petit déjeuner. Et évidemment, l'attention ne peut pas être la même. Alors, je vous vois tous attentifs là maintenant. Je ne sais pas si chez vous, il y aurait la même attention. C'est possible, hein, mais on est facilement plus distrait. Hein, donc, ça c'est évident. Alors, est-ce qu'on peut dire que vraiment ces moyens ont favorisé une écoute distraite? Bon, ils ne l'ont pas entravé, sans doute. Mais bon, on pourrait se dire, mais attention, la musique n'a pas nécessairement fait toujours l'attention, l'objet, excusez-moi, d'une attention concentrée. Ça suffit de penser dans le passé à des phénomènes comme la Tafelmusik, non, la musique des tables, Telemann qui écrivait ces musiques qui devaient être jouées pendant un repas. Bon, c'est pas ce que vous voyez ici, mais vous voyez quand même des gens plus ou moins attentifs, qui jouent, qui parlent, qui regardent, qui tournent les pages, qui font une chose ou l'autre. Mais en bref, c'est pas l'image, disons, de l'écoute musicale que vous avez, c'est pas au 19e siècle, il y a un tableau célèbre qui est repris par Nicolas Cook, on voit tous ces gens comme ça, bien sérieux, comme ça, avec les yeux fermés, qui écoutent Beethoven. Hein, ça, c'est le modèle de l'écoute musicale concentrée. Bon, dans le passé, ça existait une chose et l'autre. Dans le passé, dans le présent, Brian Eno, je ne sais pas, vous connaissez ces musiciens qui a fait, entre autres choses, cette musique pour les aéroports, qui est une musique d'ambiance, qui doit être écoutée comme fond. Hein. C'est pas fait pour une écoute concentrée. Donc, du coup, qui a considéré ces exemples comme autant de signes d'aliénation ou de perte de la conscience musicale me semble franchement exagéré. Heureusement que la musique se laisse écouter de toute manière. Je veux dire, il n'y a pas que l'écoute concentrée des grands classiques, même si évidemment il faut les sauver. Alors, le web a été à l'origine d'importantes innovations dans la manière de concevoir le spectacle, en fait. Et non seulement le spectacle, je dirais aussi le comportement des auditeurs et des spectateurs. On pourrait commencer peut-être par distinguer quelques situations différentes. Il y a au moins 3 modes principaux de production. Il y a les réseaux télématiques. Alors, on pourrait dire les cas où les musiciens, le public sont en présence, mais il y a un autre public qui est à distance.
Le deuxième cas, un peu plus, qui nous éloigne un peu plus, les musiciens sont en présence et le public à distance. Les troisième, j'ai écrit 2 fois 2, donc excusez-moi, c'est une erreur. Le troisième cas, les musiciens sont également à distance entre eux. On va par progression vers ce qui est plus éloigné de ce qui est moins éloigné. Alors, les cas numéro 1, si on veut, oui, avant même d'entrer là-dedans, mais bon, imaginez, je ne sais pas, le cas, c'est le cas de l'opéra, par exemple, dans les salles de cinéma. L'opéra, on le fait dans les salles d'opéra, avec tous les chanteurs, l'orchestre, le chef, le public, mais ça, on le faisait déjà avant la pandémie. On projette aussi cet opéra dans les salles de cinéma du monde entier. Cela a permis même, en quelque sorte, quelqu'un a dit un peu de sauver l'opéra, non? Parce qu'au fond, comment dire, il y a des gains à faire en plus. Donc on paye un billet pour aller au cinéma. Mais évidemment, donc c'est un spectacle qui est hybride, hein, en ce sens. Donc c'est la formule hybride qui est née avant les autres, au fond. Après, les 2 autres situations qu'on a connues très bien pendant la pandémie, les musiciens sont en présence, c'est-à-dire on a imaginé des musiciens dans des salles de concert vides, ou alors dans des lieux, parfois chez eux, chez soi-même, donc, et le public à distance, dans la plupart des cas, il était tout simplement à la maison parce qu'il ne pouvait pas sortir. Troisième cas, le plus éloigné, tout le monde est à distance. C'est-à-dire celui qui écoute et celui qui joue, et ceux qui jouent sont à distance eux-mêmes. Donc, encore, on pourrait imaginer, voilà, bon, ça c'est un exemple du premier cas, donc l'opéra. Après, il y avait donc les cas différents, donc les musiciens à distance, tous, ou alors les musiciens en présence et le public à distance. Voilà, c'était des images juste pour vous montrer ces 3 cas. Encore, on pourrait distinguer aussi en fonction des contextes, c'est-à-dire ces 3 catégories pourraient être articulées aussi en contextes différents. Il y a les spectacles organisés dans des lieux députés ou traditionnellement affectés aux représentations, hein. Alors, salle de concert, théâtre, on a fait, hein, donc cet exemple-là, vous voyez, à droite, c'est une salle de concert, mais qui était vide, et donc les gens étaient tous à la maison à écouter les concerts, mais aussi les spectacles domestiques, ça c'était très courant parce que les musiciens eux-mêmes ne pouvant pas sortir, donc ils l'ont fait de chez eux. Et puis les lieux symboliques aussi, par exemple en pleine nature, auprès des monuments historiques, parfois, comme dire, aujourd'hui le web nous permet ça, mais faut pas négliger, c'est quand même des possibilités ou des choses qui sont liées à cette technologie. Alors, bon, ça c'est un chanteur, auteur, interprète italien, s'appelle Edoardo Bennato, il faisait aussi un peu quelque chose on peut se dire un rock italien, hein, donc en napolitain, qui pendant la pandémie jouait de chez lui, donc c'est un spectacle domestique. Ou alors, ça c'est un compositeur italien qui s'appelle Ludovico Einaudi, vous le connaissez, et donc ça c'est, vous voyez l'élégie pour l'Arctique, où il avait fait déplacer un piano sur la glace, effectivement, et on entend son exécution, sa performance, effectivement, qui est enregistrée dans ces cas, mais si vous voulez, directement avec le bruit de la glace qui est en train de fondre. Et c'est ça, il voulait dénoncer ça. Donc, évidemment, ça a aussi une valeur symbolique. Alors, en ce qui concerne, disons, les distinctions que j'ai introduites, évidemment, la solution numéro 1, c'est-à-dire celle avec public et orchestre, musiciens en présence, et un autre public à distance, était expérimentée déjà avant. C'est une formule, comme dire,
qui peut fonctionner dans certaines situations et qui continue d'exister maintenant parce qu'il y a des profits aussi économiques. Après, les autres solutions, la solution, la 3, c'est-à-dire l'idée de tout le monde à distance, et sans doute, si vous jouez, vous le savez, et si vous avez expérimenté cette possibilité, la solution la plus risquée. Et pour quelle raison? Évidemment, en multipliant le nombre de connexions par le nombre de musiciens, les possibilités d'un accident dont la transmission du signal sont plus élevées. Et puis, il y a un autre grand problème, le problème de la latence, non? Parce que la latence, c'est quoi? C'est cet intervalle de temps entre le moment où l'entrée, le signal est envoyé au système informatique et le moment où sa sortie est disponible. Il y a le processus qui est de traduction du signal, et ça prend un peu de temps. Et malheureusement, à distance, ce temps se rallonge. Et là, il y a les musiciens qui font musique d'ensemble savent à quel point est important d'avoir une bonne synchronisation. C'est une nécessité qui devient encore plus importante quand l'espace est éloigné. C'est pas quelque chose qu'on a découvert tout simplement avec la musique à distance. Déjà, c'est pas quand le double chœur à Venise, je veux dire, ils devaient imaginer, dans la musique écrite pour le double chœur, on devait imaginer qu'ils étaient à distance et ils devaient s'entendre avec un petit intervalle. Vous voyez, c'est impossible. Et certains rythmes avec une certaine vitesse est impossible. Il faut imaginer une certaine réverbération et donc la capacité de percevoir à une certaine distance. Alors, dans le cas de la diffusion via les plateformes numériques les plus populaires, comme YouTube ou Facebook, c'est impossible pratiquement parce qu'on doit franchir la barrière de 20-30 millisecondes. C'est vraiment une question de perception humaine, c'est-à-dire si l'intervalle est plus grand, les deux sons nous paraissent séparés. Et donc, et c'est très gênant, parce que jouer avec un intervalle, c'est comme pourrir toute la musique, donc c'est impossible. Donc c'est impossible. Mais il y a des applications, des ressources qui ont été justement inventées pour ça. Alors, je ne sais pas si vous les avez expérimentées, mais les applications que je vous montre à l'écran permettent, disons, une vitesse de réponse du système plus élevée, ce qui rend possible aussi la musique à distance. Donc, même s'il demande un degré plus élevé de technicité. Donc, c'est pas fait en principe pour des dilettantes. Donc, il faut un appareillage, il faut l'application, il faut avoir des appareils un peu au top pour pouvoir... Alors, quels sont les résultats? Bon, peut-être que la solution idéale n'a pas été encore trouvée. Bon, il y a un petit service, mais c'est en italien. Donc, oh non, c'est en anglais. Non, c'est en italien celui-là. Donc que vous trouvez sur YouTube par Federica Bressan, explicitement sur cette problématique de la musique à latence zéro, parce qui illustre un peu toutes les possibilités qui ont été explorées avec un spécialiste dans ces domaines. Bon, il s'agit évidemment pour un musicien d'une opportunité, mais je dirais qu'il y a une opportunité qui est intéressante surtout parce qu'elle facilite les répétitions en vue d'une performance. S'exposer à... tout musicien est normalement très occupé aujourd'hui. Ce n'est pas seulement le cas des professionnels et donc ce n'est pas un immense avantage de pouvoir faire des répétitions à distance évidemment, mais à l'état actuel des choses, le même musicien, je pense que sera beaucoup moins enclin à se produire à distance, en préférant enregistrer ou réaliser des vidéos qui seront
après diffuser en différé, n'est-ce pas? Solution qui permet de corriger éventuellement les erreurs de synchronisation, ce qu'ils ont fait avec cette production de vidéos où on voit tous les musiciens qui jouent ensemble, mais en fait, comme vous le savez, c'est le résultat d'un grand montage. Donc il y a un bon technicien qui a monté le tout avant. Équilibrer les sons, mettre en valeur l'image d'une manière appropriée, tout c'est le travail de construction qui demande toute vidéo qui soit appréciable, en quelque mesure. Bon, alors, revenons au deuxième cas pratiqué dans tous les genres musicaux fondés sur la performance, du classique au folk, au rock, etc. Le deuxième cas, c'est-à-dire là où les musiciens sont ensemble et le public est à distance. Ce phénomène, donc il n'y a pas le problème de synchronisation des musiciens, non. Ce phénomène est apparu avant l'avènement du Web 2, entre nous, donc vous savez, quand on parle de Web 2, qu'est-ce que ça veut dire? Le web, bon, on parle du web généralement, hein, mais le Web 2, c'est plus spécifiquement le web qui a commencé à s'imposer à partir de 2004-2005 en fonction de l'évolution de la technologie qui a permis une plus grande interactivité. Et donc, ce n'est pas le Web 1, c'est le web, disons, statique, des sites statiques où vous consultez les sites et éventuellement vous téléchargez l'information. Le Web 2, c'est le web des réseaux sociaux, donc le web où vous ne vous limitez pas à télécharger l'information, mais vous pouvez la charger aussi, donc pas seulement le download, mais le upload. Ce qui permet toute une autre dimension, un autre monde. C'est ce qui a fait naître, disons, toute cette explosion des sites où chacun peut créer son espace, dialoguer, mettre sa parole pour un blog, ou alors s'exprimer, penser à Twitter, ou alors avoir sa chaîne YouTube, et donc c'est produire, autoproduire. Tout ça, on les connaît depuis 2005. Hein, d'ailleurs, si je ne me trompe pas, c'est l'année de naissance de YouTube, 2005. Mais en tout cas, bon, c'est ce monde du web interactif qu'on connaît. C'est à partir de là qu'on a vu naître ce type de spectacle, au fond, hein, fait à distance via le web. Et bon, c'est tout un phénomène que nous avons un peu analysé, donc j'ai juste des indications. Donc à Strasbourg, nous avons organisé plusieurs initiatives, disons, sur cette thématique, mais bon, il y a un numéro d'une revue italienne qui s'appelle Aesthesis, et des Musica aussi, sont tous les des revues italiennes, mais les articles qu'ils contiennent sont un peu en français, un peu en anglais, un peu en italien, donc il y a un peu de tout. Aesthesis, c'est le numéro Aesthetic of Streaming, que j'avais coédité avec un collègue de Florence qui s'appelle Fabrizio Desideri. Ou alors, plus récent, c'est ce numéro de De Musica, qui est une revue de l'Université de Milan, où nous avons publié les actes d'un colloque organisé à Strasbourg, qui avait pour titre Thinking Music in the Web Age, penser la musique à l'ère du web, et le titre déjà révèle donc la présence, disons, de cette thématique. Donc, ce qui en résulte, disons, de ces transformations, c'était vraiment une reconfiguration complète des stratégies de tout, de production, de vente, de production, de promotion, de diffusion, par rapport à ce qui était l'ère du disque, de la cassette, du téléchargement. Hein. On est passé à une optique très différente, surtout avec le streaming peut-être, parce que le streaming c'est vraiment la dernière phase d'évolution de cette situation. Hein. On est passé à travers des phases un peu différentes. Pensez, dans un premier temps, le web était quelque chose qu'on pouvait consulter. Donc on pouvait trouver la musique, et voilà les premiers systèmes qui étaient en fait peer-to-peer, où on pouvait partager de la musique. Et donc où chacun pouvait entrer dans l'ordinateur de l'autre pour profiter de sa musique, et la partager avec d'autres. Après, on est passé à une deuxième phase
de grand développement aussi de l'industrie musicale là-dessus, non? iTunes, etc. C'est-à-dire les sites qui permettaient de télécharger de manière légale la musique, mais contre évidemment un paiement. Donc c'est un peu l'ère du download, qui est un peu une continuation de l'ère de la copie, hein, parce qu'avant, nous, je veux dire, je parle pour moi, pour mon collègue, on a copié une quantité de musique sur les cassettes, que je ne sais pas, on avait des valanches de cassettes partout. Et bien sûr, il n'y avait rien de légal, mais l'industrie musicale permettait tout ça. Parce que, bon, ils savaient très bien, c'était une manière pour faire rayonner aussi ces musiques, tout le monde ne pouvait pas s'acheter directement le disque vinyle, et donc voilà cette idée de capitaliser, non, de la musique sous la forme des cassettes. Le download, encore autour de 2004-2005, c'est un peu le même modèle, sauf qu'on capitalise des fichiers MP3. Et bon, déjà là, on pourrait introduire une petite différence. Je vous fais un peu un résumé de ces préalables, mais qui sont importants, parce que après, pour comprendre l'intérêt du streaming. Et l'MP3 est ce que les économistes appellent une ressource non rivale. Pourquoi une ressource non rivale? Parce que sa consommation de la part de quelqu'un ne compromet pas la consommation d'un autre. Si je mange une partie d'une tarte, vous ne la mangez pas. Et si on divise, il y a un morceau pour chacun. Bon, j'ai mangé à midi, hein, donc c'est un exemple comme les autres. Je ne vais pas vous voler des gâteaux. Mais par contre, l'MP3, si je vous passe un MP3, vous pouvez le télécharger. Moi, je peux continuer à en profiter, lui aussi, il peut se répandre partout, il n'y a pas de perte, vous voyez. Avec les disques, c'est différent, non? Les disques, on les copie, la cassette, la qualité est moindre, c'est un peu comme la photocopie, à un certain moment, le son est tellement dégradé que ça ne reste rien. Donc, en plus, si je vous prête les disques, moi je ne l'ai pas. Le temps que vous l'écoutez, moi je ne l'écoute pas. C'est pour ça qu'on appelle un MP3 une ressource non rivale. Encore que, si tu permets, le MP3, il y a des qualités aussi. Oui. Un MP3 à 320, c'est pas un MP3 en 96, donc il y a aussi une dégradation. Bien sûr. L'MP3, c'est quand même un format de compression, donc évidemment, c'est déjà une dégradation. Mais là-dessus, donc il y a bien sûr. Et après, il y a Jonathan Stern qui a écrit ce livre sur l'MP3, qui est sur toute la philosophie de l'MP3, parce que l'MP3 est pensé, calculé sur une écoute moyenne, comme dire, sur quelque chose qui doit fonctionner un peu partout. D'ailleurs, est-ce que vous faites de l'éditing musical? Je pense que oui, parce que je ne sais pas si vous faites de la production, mais vous savez très bien que quand quelqu'un sort un produit, ne doit pas fonctionner bien seulement sur le super chaîne hi-fi qu'il a là. S'il fonctionne là, après il va dans la voiture et ça fonctionne vraiment mal. Et donc évidemment, il doit le tester un peu partout et l'MP3 correspond à cette philosophie, c'est-à-dire c'est un produit qui doit fonctionner un peu partout. Mais ce que je voulais dire simplement, c'est qu'avec l'ère du streaming, on est passé à quelque chose qui a reconfiguré complètement le monde de la diffusion musicale. Les gens sont moins motivés à télécharger au fond, parce qu'on télécharge un peu, hein, on a un peu de musique sur le téléphone. Mais désormais, on a les sites de streaming, on accède à tout, et donc ça nous a conditionnés vers un modèle un peu différent, n'est-ce pas? C'est-à-dire, au fond, tout est là, il faut trouver la manière d'accéder, on fait un abonnement, et qui a plus intérêt à tout télécharger. Donc, au fond, donc cette idée, en plus, alors de la part des musiciens, d'autant plus, disons, la production s'adresse de plus en plus à ces moyens-là. Les musiciens, plus difficilement, aujourd'hui, produisent le disque, comme on faisait. Ils font évidemment, ils s'adressent un peu à cette formule. Et même, alors, sur les concerts, c'est un peu différent, parce qu'on s'est dit, la performance en live est quand même une opportunité importante, mais il faut remarquer qu'avant la pandémie, déjà, Coldplay avait expérimenté la formule du concerto promotionnel, on était en 2019, fait directement en streaming. Donc, au fond, c'était aussi une opportunité à exploiter.
mais je pense surtout, plus spécifiquement, disons, aux groupes semi-professionnels ou amateurs, qui en réalité souvent composés de musiciens de premier ordre, pour lesquels la performance à distance devient un canal de diffusion important, étant donné la gratuité prédominante, disons, des services des plateformes dans la plupart des cas, au moins. Et donc, voilà, c'était cette idée. Donc, alors, allons un instant, disons, nous allons nous concentrer sur les solutions, disons, adoptées dans la plupart des cas. Que se passe-t-il lorsqu'un musicien, un groupe se produit en streaming? Alors, la première chose peut-être qu'on pourrait considérer est que, disons, les musiciens qui se produisent en streaming, à part la gratuité des services, que bon, évidemment, c'est une opportunité pour lui, et aussi constitue aussi la possibilité de toucher un public potentiellement plus large que celui d'une salle de concert. Après, on peut laisser de côté les problèmes si on veut de transformer cette potentiellement en réellement. Ce qui n'est pas toujours facile, parce que parfois, bon, on peut se dire, bon, on fait les spectacles à distance, il y a très peu au fond, des gens qui écoutent, mais ou qui regardent. Mais, de fait, au moins en puissance, le web semble, comme dire, augmenter la valeur d'exposition du produit artistique, ce que Benjamin aurait appelé la valeur d'exposition du produit artistique. Performance musicale faite en streaming à un public plus large, évidemment, et cette valeur peut être considérée, disons, cette valeur d'exposition, tant par rapport à l'espace, de l'espace physique de la salle à l'espace cybernétique, qu'au rapport au temps, du court laps de temps, disons, pendant lequel le concert est réalisé, au temps, en principe illimité, pendant lequel il peut être revu et réécouté. Parce que, bon, comme on le sait, c'est une performance qui est faite pour plusieurs temps possibles. Et c'est dans cette direction que l'on peut identifier l'une des principales valeurs ajoutées du spectacle produit dans des théâtres, des salles de concert vides, mais aussi fréquemment depuis un lieu domestique et diffusé via Instagram, Facebook, YouTube, Twitch, etc. etc. Alors, comment s'expliquer cette valeur que je souligne, donc, concerne tout aussi bien l'espace que le temps, donc, et qui a une véritable valeur ajoutée. Le point crucial, et c'est là que je vais sortir mon Ferraris, voilà, est que le web, avant même d'être un grand appareil de communication et d'information, se présente comme un grand dispositif d'enregistrement, susceptible de générer des puissantes formes d'hystérésis. Je vais expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Mais, en bref, une vidéo peut être regardée, révisionnée, partagée, commentée, republiée, entre dans ces systèmes, disons, dans cette tendance typique de la culture cybernétique. Quelles sont ces tendances? La récurrence, l'interconnexion, le fait de rayonner un peu partout d'une manière réticulaire. Alors, qu'est-ce qu'une hystérésis? C'est une notion qui est utilisée surtout, est connue en physique, et là, je ne saurais pas vous expliquer exactement mais c'est par exemple à la base de ce qui se passe dans un transformateur. Dans un transformateur, vous avez un courant électrique qui passe, et comment ça se fait que quand elle sort, elle est à une tension différente? C'est un phénomène d'accumulation qui est dû à un champ magnétique. Mais qu'est-ce que ça a à faire, ça, avec le phénomène dont je suis en train de parler? Ici, on parle d'hystérésis dans un phénomène qui est plutôt d'ontologie sociale. Vous entrez, alors, quelque chose qui était fait pour un certain résultat, produit en fait un résultat complètement inattendu parce que par un effet d'accumulation. C'est comme, prenons un exemple très élémentaire, la goutte qui fait déborder les vases. Non? Une goutte, c'est rien, une goutte d'eau.
hein. Mais quand il y a une goutte, notre goutte, on arrive à un certain moment à un niveau, quand on dépasse un niveau seuil critique, et voilà, alors l'eau qui se répand partout. Et pourtant c'est juste une goutte. Mais cette goutte fait, une fois qu'elle a passé un certain niveau, produit un phénomène qui est nouveau, qui est inattendu. Et ce qui se passe justement dans ces cas, parce qu'au fond, en plus, disons, d'une dislocation sans précédent des œuvres et des performances, parce qu'on assiste à beaucoup de performances sur le web, une nouvelle production extraordinaire des traces a lieu. Hein? C'est vraiment une production des traces. On entre dans ces systèmes réticulaires complexes. Deleuze dirait rhizomatiques. Ce système qui est le web. Quelqu'un a utilisé ce terme de Deleuze pour expliquer le web. La performance enregistrée favorise ces tendances de la culture cybernétique. Récurrence à certaines conditions, dislocation sans précédent des œuvres de performance, des lieux désignés, comme salle de concert, à toutes sortes d'endroits. Nouvelle production extraordinaire des traces. Chaque événement est transformé en un acte enregistré qui stimule à son tour la production d'autres documents, en générant ainsi une plus-value qui doit être prise en compte. Alors, voyons plus dans le détail en quoi consistent ces phénomènes. Alors, on a cette idée, disons, d'un événement performatif qui s'est fait dans une des formules, de ces trois formules qu'on a indiquées, qui détermine, qui est enregistré, qui produit un acte enregistré. Cet acte enregistré, il ne reste pas tout seul. C'est ça la question. Il y a un phénomène d'accumulation qui fait produire d'autres documents. Quels documents? Pensez déjà au fait que cet acte enregistré peut être multiplié. C'est-à-dire quelqu'un d'autre peut emporter la trace et la publier ailleurs. Déjà ça. Mais ce n'est pas la seule chose. On peut faire des commentaires sur YouTube. Ces commentaires, c'est des actes, des écritures. On peut... et il y a encore une masse de données encore plus importante qui sont capitalisées par les plateformes. Vous pouvez dire, moi j'ai rien fait, hein, j'ai juste regardé la vidéo. Très bien, mais YouTube sait que vous avez regardé la vidéo. Et cette donnée est très importante parce qu'ils savent un peu quelles sont vos inclinations, vos goûts, ce que vous voulez regarder ou pas regarder. Donc, je ne sais pas, vous avez regardé ça, alors ça pourrait vous intéresser ça. Et d'ailleurs, ils accumulent des données sur nous-mêmes. Mais ce que je veux dire, qu'à l'origine, il y avait juste un acte, vous voyez, un événement performatif, mais qui a donné vie à une plus-valeur énorme. Plus-valeur, c'est une valeur ajoutée, documédiale. Parce que c'est au fond quelque chose c'est un document, hein, mais qui est fixé quelque part, qui est enregistré et qui a son importance et qui a sa valeur également. Alors, il faut tenir compte d'une chose. Bon, quand on parle d'actes performatifs, tout enregistrement n'est pas équivalent. C'est-à-dire, il faut entrer un tout petit peu dans la métaphysique de l'enregistrement. C'est-à-dire, quand je dis que le web est un grand appareil d'enregistrement, mais c'est vrai. Mais l'enregistrement lui-même, dans le cas de la musique, ne fonctionne pas toujours de la même manière. Quand on parle d'enregistrement, ça c'est une problématique qui a été vue avec une certaine clarté à partir des années 80, on pourrait dire. Il y a ces beaux livres d'Evan Heisenberg qui montrent déjà la pleine conscience de ce phénomène. Qu'est-ce qu'un enregistrement musical? L'enregistrement musical est quelque chose qui est toujours divisé, qui se mesure, qui est dans ces champs de force entre ces deux pôles, document et construction. Parce qu'au début, à l'origine de l'enregistrement, l'origine, je veux dire, en 1887, après 1900, je ne sais pas, quand il y avait les phonographes et après les gramophones qui permettaient de reproduire la musique, mais les gens, comment concevaient l'enregistrement musical? Comme une espèce de photographie, c'est-à-dire un document d'un acte performatif fait à un moment donné.
n'est-ce pas? Alors, c'est une possibilité de l'enregistrement, mais ce n'est pas la seule. Comme on le sait, quand on enregistre, il suffit d'imaginer l'enregistrement, non pas l'enregistrement mécanique acoustique de la première heure, mais l'enregistrement électrique qui utilise un microphone. Vous pouvez déplacer les microphones et créer quelque chose, un équilibre sonore qui dans la réalité n'existe pas. Alors, vous enregistrez guitare et orchestre et la performance qui est en live était plutôt médiocre tout simplement parce que vous avez entendu l'orchestre et la guitare était écrasée, on ne l'entendait pas. Eh bien, dans l'enregistrement, c'est pas mal parce que le microphone était à côté de la guitare. Et donc, du coup, on a créé un espace sonore différent. Ce qui veut dire que l'enregistrement modifie cette réalité et construit une réalité différente. Si vous allez plus loin dans ce processus, vous arrivez dans les studios des enregistrements déjà à partir des années 50, quand, par exemple, ce guitariste Les Paul a enregistré avec l'Octopus, ces grands appareils qui permettaient d'enregistrer 8 pistes, 8 plages en même temps, et même 12 après, et donc, créer quelque chose, un artefact complètement nouveau et artificiel. Tout le rock est lié à cette technique de construction en studio. Parce qu'évidemment, quand vous entendez les Pink Floyd, vous savez très bien que certaines solutions sonores ont été construites en studio et qui sont presque impossibles en live, même si, bon, ils avaient après des systèmes pour reproduire, pour faire tout ça en live. Mais moi, je me souviens des concerts de Pink Floyd, je veux dire, souvent, quand ils faisaient du live, après les gens pouvaient rentrer et dire, bon, ça sonne pas trop Pink Floyd, tout ça. Parce qu'évidemment, c'était très différent. Quand ils ont joué à Venise, le concert de Venise, vous l'entendez, vous dites, c'est pas Pink Floyd, ça. Non, c'est pas les Pink Floyd des studios qu'on connaissait. Bon, après, il y a le cas de Pompéi, mais on sait que Pompéi s'était fait avant les disques, donc au fond, c'est une autre problématique encore. Mais ce que je veux dire, c'est que il y a cette idée d'être entre deux pôles. Enregistrer un événement musical en direct, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire produire les documents d'un événement singulier, c'est-à-dire unique dans le temps et dans l'espace. Donc, on parlera à ce propos de l'enregistrement document, qui a par définition son objet dans une performance singulière. Vous voyez la différence? C'est-à-dire, la performance en direct, c'est l'objet d'un enregistrement, mais plus en particulier d'un enregistrement document. Un enregistrement qui fonctionne comme un document, qui vous dit, à ce moment-là, on a joué ça. Hein? Ça, c'est un point important. À son tour, cette performance peut être considérée comme l'exécution d'une œuvre préexistante. Hein? Pensez une sonate de Schubert, une chanson de Jacques Brel, n'importe. Donc, il y a une œuvre qui préexistait à cette performance. Ou alors, il y a le cas de l'exécution qui a sa valeur propre, c'est la musique improvisée, parce que dans ce cas, vous savez, il n'y a pas une œuvre précédente. Alors, ces typologies, ces différents cas, doivent être, attentivement pris en considération quand on parle des performances en streaming ou à distance. Alors, ce que je veux dire, c'est que sous le fond, il y a une problématique qui n'est certainement pas liée au web, mais qui existe depuis que la musique existe probablement. C'est-à-dire le fait que la musique est d'un côté art de la trace, si on veut, et art de la performance, ce que j'appelle de cette manière. Pourquoi je l'appelle comme ça? Tout simplement parce que dans certains cas, vous voyez dans ces cas à gauche, donc vous avez Maurizio Pollini qui est en train de jouer, peut-être un concert de Chopin ou de Mozart, et dans ce cas, l'œuvre préexiste son exécution et l'enregistrement. Et donc on parle d'art de la trace. Pourquoi art de la trace? Parce que les œuvres sont transmises, capitalisées, partagées via la performance. Mais il y a aussi une musique
où la performance a un rôle plus important parce que et performance création, performance qui ne fait pas référence alors à une trace qui a la même valeur que celle des œuvres, parce qu'évidemment quelqu'un qui improvise fait toujours référence à une grille, à un système de référence. Donc il y a quelque chose de normatif dans toute improvisation, c'est évident. Sauf que dans ces cas, l'attention de quelqu'un qui est en train d'écouter se concentre sur ce que le musicien fait avec ces matériaux, non pas sur les matériaux en eux-mêmes, comme dire. Je vais écouter une sonate de Beethoven. Certes, m'intéresse l'interprétation de cette sonate, mais ça doit être l'interprétation de cette sonate. Hein? Je vais écouter quelqu'un qui improvise, ça m'intéresse bien, alors s'il est en train d'improviser avec un oud, par exemple. Faisons un cas comme ça, connu peut-être par quelqu'un ici, eh ben, il doit savoir dans quel mode il est, il doit savoir toutes les formules, respecter tout ce qui a été l'école qu'il a fait, disons, pour arriver à improviser de cette manière. Mais après, il y a une marge de liberté qui est sa propre création, ce qu'il fait avec, n'est-ce pas? Et au fond, quelqu'un qui va vous écouter va voir ce que vous faites avec. Hein? Donc, on parlera plutôt d'art de la performance. C'est ça que je veux dire. Ces deux possibilités sont quand même assez différentes. Alors, ce qu'il faut observer, la première chose, la performance, que soit dans une typologie ou l'autre, la performance diffusée via les plateformes de streaming s'accompagne toujours d'une forme d'enregistrement. Production donc d'un document et sa projection instantanée dans le système de diffusion hypermédia parce que quelqu'un a dit justement Internet, le web, c'est un hypermédia, ce n'est plus un média comme les autres. Hein. C'est quelque chose dans lequel s'incrustent un peu tous les systèmes médiatiques différents et qui est comme un système métamédia. Non Plus précisément, l'enregistrement plus ou moins fidèle de la performance donne vie à un objet social qui en tant que tel possède une valeur ajoutée. Cet objet social est cet enregistrement qui circule après, qui s'en va dans un monde qui est complètement différent par rapport à cette salle où la performance a été faite. Qui est concerné par cette plus-value? Alors, les musiciens, au moins dans une certaine mesure, qui accroissent l'exposition de leur travail. Comme on a dit au début, donc en principe on peut se dire on a gagné parce qu'on a un public plus large, n'est-ce pas? Donc ça fonctionne en quelque sorte. Mais il y a quelqu'un d'autre qui gagne beaucoup plus qu'eux, et c'est quelqu'un d'autre et la plateforme, qui enregistre une augmentation de son utilisation par un nombre toujours plus grand d'utilisateurs et obtient à son tour une grande information de leur part. Hein. Qui fait gagner le plus à la plateforme? En fait, ce n'est pas vraiment les musiciens, c'est les consommateurs. C'est-à-dire, plus vous consommez et plus la plateforme gagne. Et si le performeur est devenu une source pour solliciter ce type de consommation, allons-y. Et donc, du coup, l'information qu'on produit est énorme, en quelque sorte. Alors, il y a cette différence, si vous voulez, assez importante des revenus. Pour les musiciens, dans les meilleurs cas, il y a un avantage économique, un petit avantage. Pour les professionnels, peut-être qu'ils se servent de ces plateformes plus chères. Je veux dire, il peut y avoir un avantage intéressant. Mais la rémunération de YouTube, peut-être, c'est pas à jour ce que j'ai écrit. Hein. À mon avis, c'est un peu plus payé que ça, n'est-ce pas? Mais bon, à ce moment-là, on était un demi-dollar par 1000 vues. Hein, donc, pour la chaîne ayant au moins 1000 abonnés et ayant atteint au moins 10 000 vues totales. Donc, on parle déjà, comment dire, de quelque chose qui est suivi. Comment? 10 000 abonnés, oui. 10 000, ah oui, j'écris 1000 abonnés. 10 000 abonnés, vous êtes sûr? 10 000 abonnés, 10 000 vues, c'est sûr, mais 1000 abonnés, 10 000 vues, c'est 10 000 vues par abonné, ça fait 10 000 vues. Oui, oui. Parce que 10 000 abonnés, ça devient genre un bien. Ouais. Moi,
Oui. Ah oui, mais c'est une autre question. Oui, mais bon, mais peu importe. Mais je veux dire, en tout cas, c'est vraiment un peu modeste, sauf si on a vraiment un nombre de visionnages très, très, très important. Et quand on parle des centaines de milliers, alors on commence à gagner. Sinon c'est très relatif. Donc, c'est une plus-value relativement modeste. L'action du musicien déclenche dans cette situation en même temps un mécanisme de mobilisation. C'est le mot introduit par Ferraris, qui permet à la plateforme de capitaliser une valeur bien supérieure. Pourquoi mobilisation? La mobilisation, on parle de mobilisation. Quand il y a mobilisation, il y a la grève par exemple. Allez, on est tous mobilisés, non? Pourquoi on parle de mobilisation dans ces cas? Parce que la technologie est à l'origine d'un phénomène de mobilisation. Pensez combien vous êtes sollicité. C'est-à-dire quelqu'un qui, bon, autrefois, c'est pas dans la... regardez quelqu'un qui est en train de lire dans le train. En train de lire, puis, plan, tiens, plup, plan, plup, plan, plum, alors tiens, message WhatsApp, attends, je réponds. Message SMS, attends, je réponds. Tiens, je vais regarder un truc. Hein. Après, arrive, c'est pas une publicité. Après, tiens, il y a une nouveauté. Quelqu'un a regardé la chaîne YouTube. Je ne sais pas, hein, je veux dire. Donc, ça, c'est une forme de mobilisation. C'est-à-dire que chacun est constamment sollicité par ce genre de choses. Et donc, l'action du musicien qui fait la performance, d'une manière indirecte, entre dans ces mécanismes de mobilisation qui permet à la plateforme de capitaliser une valeur très importante. Une telle plus-value n'est pas payée. Ça, c'est bon, c'est une vieille histoire que la plus-value n'est pas payée, n'est-ce pas? C'est le marxisme qui avait porté l'attention. Dans ce cas, elle n'est pas payée, ou seulement de manière très limitée aux musiciens. Elle n'est pas payée non plus à l'utilisateur, parce qu'au fond, regardez, on est tous contents qu'on peut profiter gratuitement des services, mais ce qu'on peut-être on néglige, c'est le fait qu'on donne quelque chose de bien plus précieux à la plateforme. On donne des informations qui sont très utiles, plateforme qui va nous connaître très bien, mieux que nous-mêmes, hein, et dans nos goûts, dans nos préférences, inclinations, etc., et qui après peut capitaliser ces données. Mais évidemment, la plateforme ne va pas nous payer parce qu'on a regardé quelque chose sur YouTube, non, il payera peu les musiciens et ne payera rien l'utilisateur. Donc, que faire de tous ces plus-valeurs qui vont dans la poche des... la migration du spectacle vivant dans le web peut être comprise, somme toute, à la lumière de ce phénomène général, qui concerne la manière d'être et de fonctionner de tous les événements culturels, au fond. Tous les événements en général qui migrent sur le web. C'est-à-dire la production d'une plus-value documédiale, qui pour le moment finit dans les poches des propriétaires de la plateforme. Que faire? Donc il y a une solution qui est intéressante, qui est esquissée par Ferrari, celle d'une sorte de web fair, hein, qui devrait redistribuer la richesse dans la docusphère, comme dire. Mais évidemment, pour l'instant, pour être honnête, au moins que les gouvernements ne parviennent pas à imposer une taxe aux géants du web, hein, ce qu'ils ont tenté de faire aussi, mais semble assez utopique. Alors, tout ça pour dire ce qui implique sur la, disons, j'avais promis de parler de pertes et de profits sur de la musique dans le web. Alors, en premier niveau, il y a des profits, pas pour nous, mais bon, il y a des profits sur le plan économique, si on veut. Est-ce qu'il y a des profits, ou les pertes on a parlé, mais des profits aussi sur le plan de l'expérience, c'est-à-dire quelles sont les conséquences pour le spectateur, auditeur, de l'expérience de la musique à distance. Est-il possible d'identifier au-delà, disons, de ces aspects économiques aussi, un gain au niveau de l'expérience? Moi, donc, malgré tout, je pense que oui. Et je commencerai par citer peut-être les plus évidents, tellement évidents que peut disparaître de nos yeux. Nous pouvons participer à des événements auxquels, pour mille raisons, nous n'aurions jamais pu
assister, auxquels nous n'aurions pas pu assister. Nous savons, je ne sais pas à combien des réunions, pas toutes réjouissantes, hein, mais bon, on a pu participer grâce au dispositif à distance. Ce qui s'est passé dans le monde académique montre quelque chose qui vaut aussi dans ces cas. C'est-à-dire, après la situation pandémique, on s'est dit, bon, organisons des réunions, continuons les séminaires. Eh ben, on continue à distance. Mais on continue à distance, somme toute, avec des collègues, quand on est intéressé en thématique, ça fonctionnait. On continue. Et ce serait même impossible en présence, parce que fait venir celui de Paris, l'autre de Strasbourg, l'autre de Dijon, etc. C'est pas si évident. On ne trouve jamais un moment. Ces jours, j'ai un autre truc. On a tous une vie complexe. Donc, au fond, le premier, bien possible, de la musique à distance, mais c'est ça, au fond. C'est-à-dire, disons, le fait de pouvoir assister à un spectacle alors qu'on n'aurait jamais pu. Bon, évidemment, il y a des inconvénients, il faut tenir compte de tout ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire l'expérience plus pauvre et fragmentée. Bon, la taille d'écran va augmenter, mais pour l'instant, bon, comme l'écran que j'ai face à moi, par exemple, est relativement petit. Problème des signes, quand on commence à le multiplier par plusieurs musiciens, ça devient problème des signaux surtout. Oh, ça, c'est le pire, quoi. Quand on perd les signaux, on a tout perdu. Et puis, justement, comme on disait, ce sentiment de présence, de partage, et puis la concentration, tous ces problèmes dont on a parlé. Quels seraient les avantages? Alors, je veux dire, donc, à part la possibilité de participer aux événements auxquels, pour mille raisons, nous n'aurions pas pu assister. Il y a d'autres possibilités qui sont impliquées par ces dispositifs. Nouvelle interaction musicien-public. Quelle est l'interaction que nous avons à un concert? Un concert, nous avons normalement quelques moments où notre parole est prise en compte. C'est-à-dire au début, ah bravo, et à la fin, ah bravo. Ou alors l'inverse, c'est-à-dire on siffle, on lance les tomates, on disait en italien, on lance les pomodori. Mais alors, qu'est-ce qui se passe dans la performance en live? Il y a le chat, non, qui est une forme sans doute plus indirecte, mais pas moins importante pour l'échange ou l'expression des opinions. Alors, c'est une sorte d'action parallèle, hein, on sait, donc il y a les concerts et à côté il y a le chat. Je ne dis pas forcément que c'est quelque chose de réjouissant, hein, donc je dis simplement que c'est une opportunité qui existe. Évidemment, on peut se dire, bon voilà, quand c'est un concert, c'est pas un certain niveau, et à côté, il y a qui défile le chat, non? On peut dire, ben certes, mais quelle interaction? Parce que pour les musiciens qui jouent, si on joue, on ne regarde pas les chats. Hein, figurez-vous, déjà dans les réunions, on n'arrive pas à les regarder. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire quand on joue? Mais si les signaux provenant de ces canaux peuvent être les signes de la présence effective de quelqu'un qui écoute, qui sait d'où et qui sait dans quelles circonstances, ils génèrent de nouvelles formes de relations et de solidarité, dans un sens comme dans l'autre. C'est une chose de savoir que le public qui vous suit vient de votre région, de votre ville, etc. C'est autre chose de percevoir la réaction du public de plusieurs pays du monde, amis ou personnes qui vous ne connaissent pas, mais qui partagent les émotions de la musique que vous produisez. Ah, bien sûr, bon, il faut arriver à ça, c'est-à-dire à rayonner d'une manière que quelqu'un vous écoutera à distance, dans ce système réticulaire. Mais bon, somme toute, il y a des réactions qui viennent un peu de partout, hein, via les chats. C'est une opportunité. Alors là, bon, c'était pendant le confinement, effectivement, toujours ces concerts. J'ai déjà repris une image au début, bah, je connais le chef d'orchestre, dans ces cas, c'est une petite formation comme ça, régionale. Vous voyez la salle vide, mais vous voyez à droite, justement, pendant le concert, qui a eu ces 900 visualisations, la chat qui défile à droite. Encore plus s'il s'agit d'un groupe qui a une notoriété internationale, comme c'est le cas de cette famille qui fait de bluegrass, non, en Amérique. Et regardez juste dans l'émission, comme dire, même en direct, ils ont immédiatement 40 000 personnes aux visualisations extemporanées. Et donc,
un chat qui défile à droite et qui vient de tous les pays du monde. Hein. Donc, je me demande, quand même, c'est un rôle plus actif du public. Hein. Pas un simple récepteur, attentif certes, mais toujours récepteur, à l'exclusion, bien sûr, des moments finaux, des moments finaux des applaudissements ou des sifflets. Le spectateur peut intervenir, commenter, féliciter, soutenir, mais aussi, bien sûr, critiquer, exprimer des doutes, disliker. Heureusement qu'ils l'ont enlevé de YouTube, ce système, parce que bon, c'est quand même une grande, comment dire, probablement défaite pour les musiciens de se voir comme ça, parfois, comment dire, punis avec des dislikes. Comment? Oui, justement, je le disais, heureusement qu'ils l'ont enlevé. En fait, il y a encore, seulement qu'il est invisible. Il y a encore. Donc, celui qui a le canal peut savoir, peut voir. Mais ils ont enlevé la chose principale, c'est-à-dire ceux qui le faisaient juste pour plaisir, comme ça, pour s'amuser à baisser le travail de... Oui. Donner une indication sur la qualité du truc. Et finalement, maintenant, on va se faire avoir par des choses sur lesquelles on ne se serait pas fait avoir, des mensonges, des trucs comme ça. Oui, personnellement, j'ai quand même quelques doutes. Et je vous dis que je pense que le gain est plus important que la perte dans ces cas. Parce que vous dites, on s'est fait avoir. Alors, s'il s'agit de produits, peut-être que vous avez raison, c'est-à-dire un produit commercial. S'il s'agit d'une performance artistique, alors, quelle est la meilleure preuve qu'une performance a fonctionné? Bon, sur le web, on sait que, disons, c'est le nombre de visualisations et peut-être le nombre de likes, si vous voulez. Mais en tout cas, ça, c'est un indicateur qui est important. Évidemment, c'est quelque chose n'est pas du tout regardé. Bon, c'est pas dit qu'il soit mauvais. Mais en tout cas, on n'a aucune garantie du fait qu'il soit vraiment bon en soi. Même pas le contraire, si vous voulez. Mais avec beaucoup de visualisations et beaucoup de likes, évidemment, on a un préjugé positif. C'est-à-dire, on se dit, bon, c'est quand même quelque chose qui a eu son impact. Après, bon, son impact, ça ne veut pas dire sa valeur. On sait qu'il y a une belle différence. Oui, mais parce qu'il y a un phénomène. On voit souvent, par exemple, il y a un gars, je ne sais plus comment il s'appelle, peu importe, qui chante, on va changer l'heure, on va changer l'heure, on va changer l'heure, que des milliers de personnes partagent à chaque fois qu'on change l'heure en France. Oui. Il a des centaines de milliers de vues, mais c'est absolument mauvais ce qu'il fait. Oui. Non. Mais les gens le regardent pour se foutre de sa gueule, en fait. Et au final, il a des milliers, des centaines de milliers de vues. Oui. Alors que quelque chose de qualité, par rapport à l'histoire, etc., bien sûr. 300, 400, 500 vues, oui. Parce qu'il n'y a pas de diffusion, parce que personne s'en moque, parce que personne ne le partage. Donc oui. C'est aussi l'effet pervers, je trouve, de YouTube, quelque part. Et ça, c'est une chose sur laquelle, justement, il faut réfléchir. Mais ce que je voulais dire, c'est que le dislike ne nous apporte pas quelque chose en plus. Parce que c'est quelque chose... Alors, quelque chose qui n'est pas vu, n'est pas dit qu'il soit mauvais, mais, comme dire, la meilleure manière pour apprécier quelque chose, c'est d'en faire l'expérience. Hein? Je suis d'accord parce que ça me permet de comprendre le succès que ça a eu, et notamment quand une jeune personne va voir une chanson qui a été massivement vue, mais qui a été massivement rejetée, qui n'a pas été aimée parce qu'elle avait des problèmes de morale, des problèmes de voilà. Les jeunes vont quand même l'apprécier en se disant que c'est peut-être quelque chose à la mode parce que justement c'est vu et qu'ils n'auront pas cet indicateur que c'est. Oui. Et que dans les commentaires maintenant on a une espèce de tri des gens qui vont trier leurs commentaires pour mettre en avant les meilleurs et donc du coup on va pas avoir tous les arguments négatifs. Alors, la musique, ça peut être mitigé. Par contre dans l'information par exemple c'est quelque chose qui est mauvais pour moi. Oui, mais alors ça c'est vrai, l'information, mais là je parle de production musicale. Dans la production... Ça peut apporter quelque chose. Oui. Il y a quand même, je pense, oui, alors le dislike sur quelque chose qui est de l'ordre de l'information ou du produit commercial peut être effectivement un indicateur important. Dans le cas de la production artistique,
je pense qu'une des raisons pour lesquelles ils l'ont enlevé, hein, mais peut-être on peut réfléchir sur autre chose, mais je pense que c'est le fait que beaucoup de gens le faisaient gratuitement au fond, ou simplement pour baisser quelqu'un, pour lui faire, comme dire, pour produire un dégât, disons, mais sans qu'il y ait des fondements ou des raisons. C'est juste pour... et ça, en quelque sorte, limite aussi l'envie des gens de partager ce qu'ils ont fait. Parce que quand la réaction est de ce type, alors je vais dire... alors, je viens après sur ce point quand... alors, si on réfléchit à une chose, quand on enregistre quelque chose et on le met sur YouTube, le dislike correspond, comment dire, à quelque chose de déshonorable, comme dire, voilà, ça ne m'a pas plu, hein, c'est tout, et je te mets un dislike. Mais parfois, il y a des gens qui lancent vraiment la pierre comme ça, et ils s'en vont, c'est-à-dire, ils ne sont même pas responsables à ce point, c'est-à-dire, ça reste les dégâts, mais eux, ils ont disparu complètement. Dans le cas d'un spectacle live, la situation est légèrement différente, parce que certes que les insultes passent aussi dans le chat, hein, ça on en voit aussi, mais on est quand même face à une petite communauté qui répondra immédiatement, c'est-à-dire que quelqu'un dit « mais c'est dégueulasse », alors déjà, un autre dit, mais tu plaisantes ou quoi? C'est-à-dire, tu penses, tu rêves, et l'autre lui répond. C'est-à-dire, on sent que la personne qui a commenté, qui a dit quelque chose, hein, est prise dans le cercle d'une conversation où d'autres sont en train de lire ce qu'il fait et de répondre. Alors que dans les cas, l'anonymat parfait d'un dislike est terrible quand même. Parce que ça veut dire, je donne un jugement sans aucune possibilité de réplique. Bon, quelqu'un pourra commenter, certainement, comme dire, mais quand c'est à distance, ou quand c'est, vous voyez, à distance temporelle, ça devient quelque chose de complètement anonyme, n'est-ce pas? C'est pour ça que YouTube c'était quand même pas mal, parce qu'en fait il y a plein d'autres plateformes dans lesquelles il n'y a pas de disque. Du coup, les gens qui ont peur de ça ou qui veulent se cacher de ça, ils vont aller sur d'autres plateformes, genre sur Instagram, genre sur Spotify, genre voilà. Sur YouTube, il y avait quand même YouTube, c'est un peu, il y a tout. Oui. Moi je trouvais ça bien qu'il y ait des dislikes sur cette plateforme-là pour jauger, puis pour savoir quand ça a été disliké. On peut aussi savoir si c'est quelqu'un qui a subi une haine injuste, on peut savoir si c'est quelqu'un, on peut plus en réfléchir. Et là maintenant, il y a quand même beaucoup de gens, du coup sur YouTube, ça amène un phénomène, moi je trouve, je l'observe depuis un an. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont faire, c'est un peu le cas par exemple, là on parle pas de musique, mais du mec sur TikTok qui a twerké dans une église ou je sais pas quoi, c'est quelqu'un qui va profiter du fait que ça va générer de la réaction, oui. Même si elle va être mauvaise, ça va lui créer quelque chose, de la visibilité, oui. Il va utiliser cette visibilité après pour se rattraper peut-être avec des excuses, et après pour sortir un autre produit qui était en fait la base de ce qu'il voulait faire, il a juste utilisé pour donner de la visibilité. Donc on a des stratégies commerciales aussi, mais on va peut-être laisser Alessandro finir, parce que sur YouTube, par exemple, sur les chaînes YouTube, j'ai désactivé les commentaires. J'en ai un qui veut savoir ce que je pense. Oui. Et quand tu es exposé comme je le fais sinon, tu peux vite te retrouver avec des étudiants qui ne t'aiment pas, qui font des commentaires à la con sur des pseudos. Les cas regardés, les évaluations qui sont faites par le site, qui correspondent tout à fait à ça. Donc j'ai désactivé, comme ça, les bons comme les mauvais, je ne les vois pas. Et là, il dit ça, je m'en fous. Je pose un truc qui peut servir, qui est là pour ça. Donc on peut avoir des utilités. Et pour finir avec ça, on peut laisser poursuivre. C'est qu'au début, par exemple, sur des sites comme Amazon, tu peux faire des commentaires sur des bouquins. Maintenant, et sur la FNAC c'est pareil, ce sont des achats vérifiés. C'est-à-dire que le mec qui met un commentaire, ben, il faut qu'il ait acheté le bouquin pour qu'il puisse faire un commentaire dessus. Ce qui évite que les gens, justement, pour des raisons de vengeance ou je ne sais pas quoi, descendent un bouquin alors qu'ils ne l'ont pas lu, qu'ils ne l'ont pas ouvert, qu'ils n'ont même pas lu une ligne de ce truc-là. Donc le like et le dislike de YouTube, c'est pareil. Je veux dire, le mec qui met 4 secondes du truc, il met je n'aime pas parce que d'un seul coup, la tranche du mec n'aura pas plu, je ne sais pas quoi, parce qu'ils sont là juste pour entraîner le monde. Et qu'on n'a pas de vérification de qui regarde, qui ne regarde pas, qui like ou qui dislike les choses. Mais ça, c'est un peu dangereux aussi, comme c'est un peu dangereux. Dislike, doit laisser un commentaire ou doit avoir vu la vidéo. Voilà, c'est un peu trop de travail pour les gens qui cherchent chez les gens, qui cherchent. Alessandro,
Oui, non, oui, bien sûr, mais c'est une discussion qui est très intéressante. Moi, le seul souci que j'avais, c'est pour vos camarades, donc c'est peut-être de venir à parler ici. Je sais, bah, ça suffit déjà de venir ici, il capte, hein, parce qu'il est assez omnidirectionnel, mais si vous êtes là, c'est difficilement que... On se rapprochera pour la discussion. Oui, voilà, alors celui qui veut parler, je sais c'est un peu artificiel, mais s'il vient ici, il sera enregistré. Et après, vous allez dans un système d'hystérésis et là c'est fini. Hein, donc... Non, mais c'est très, très important ce que vous dites et c'est une discussion qu'il faut reprendre. Donc j'arrive jusqu'à la fin et après et après on va développer ces discours sur le dislike. Parce que ça m'intéresserait aussi votre opinion par rapport au dislike dans le cas qui nous intéresse, c'est-à-dire de la performance musicale. Vous voyez, évidemment, on pourrait comparer aussi, penser la situation de l'auditioniste, non, le poulailler, non, dans l'opéra, qui est là pour siffler. Hein. Ça existe ce phénomène, donc on peut exprimer quelque chose une impression négative, etc. Mais vous voyez, quand on est dans un contexte social, un espace social, on est responsable de ses actes. On sait qui, quand, a fait quelque chose. Et on assume cette responsabilité. Ça crée, on pourrait dire, le fait de juger négativement. Pourquoi? Comme les jugements positifs, pourquoi pas, hein? Seulement qu'il faut assumer. C'est-à-dire, il faut dire, avoir le courage. Et souvent, ce qui se passe dans ces dispositifs, c'est qu'on jette la pierre, mais on n'est personne là. On est complètement anonyme, on a juste emmerdé quelqu'un, c'est tout. Et je pense qu'ils ont fait pour ça, hein. Je pense qu'ils ont fait pour ça, parce qu'ils savaient, pour les créateurs, c'était quand même une limite assez importante. Mais si vous pensez que c'est intéressant de les réintroduire, d'ailleurs, ils ont fait juste une expérience, ils n'ont pas enlevé, définitivement. De ce que j'ai compris, ils sont en train d'expérimenter. Ils vont voir quelles sont les réactions et un jour ils vont vous demander. Et vous direz, oui, pour moi il faut les réintroduire. Et peut-être qu'ils vont les réintroduire, effectivement. Donc c'est pas définitif. Hein. Certains, YouTube est en train d'expérimenter cette solution. Après, bon, voilà, on peut avoir. Mais alors, ce qui est l'intérêt, alors, parce que j'ai dit, alors la plus-value, c'est pourquoi faire un concert, comme dire, à distance, et pourquoi, alors, je viens de dire, comme dire, que dans la plupart des cas, les musiciens enregistrent. Et donc, aujourd'hui, on sait les possibilités de retouches, de corrections, de révisions qu'il y a sont infinies. Hein. Les concerts, la performance à distance en live streaming a un autre petit avantage, c'est lui au moins de paraître plus authentique. Lorsque nous assistons à un concert dans une salle de concert, ça paraît évident, en quelque sorte. C'est-à-dire, on est là et le musicien fait ce qu'il peut et ce qu'il sait. Sauf quand le cas de playback, mais dans ces cas, nous savons que c'est un playback, on le repère assez rapidement. Bon, la situation est différente lorsque nous regardons une vidéo sur YouTube ou sur Facebook. Nous savons toute cette puissance de construction qui se cache dans un ordinateur, et même aujourd'hui dans un téléphone. Vous avez un téléphone de dernière génération, vous faites toutes les retouches que vous voulez là-dedans, et c'est un produit super que vous allez injecter sur la chaîne YouTube. Alors, pourquoi? Alors, est-ce que c'est scandaleux de faire ça, de faire ces retouches? Absolument pas. C'est-à-dire un vidéoclip, tout comme une œuvre phonographique, comme un disque de Pink Floyd, est le résultat d'une construction vidéophonographique obtenue par l'utilisation de la technologie. Point. Quand on se disait que l'enregistrement, par définition, oscille entre ces deux pôles, témoignage, document et construction, quand on écoute un album de Pink Floyd, on accepte la construction. C'est-à-dire, on s'est dit du début, ça m'intéresse, les produits phonographiques, je m'en fous s'ils ont utilisé un truc un moment à l'autre, c'est lui, il a effectivement fait ça, ou c'est quelqu'un d'autre. Ils sont arrivés à ces résultats. Vous savez, toutes les affaires d'ailleurs qu'il y a eu, même
l'affaire légale de Claire Torrey, non? C'est célèbre Dark Side of the Moon, quand vous avez le plage, c'est quoi? C'est the Great Dig in the Sky, non? Il y a ces solos magnifiques au-dedans. Vous savez que c'était une chanteuse qui a été embauchée pour, et l'ont soldé, lui ont donné et elle est partie avec son argent. Et quelques années après, The Dark Side of the Moon est devenu l'album des albums, et elle a revendiqué des droits, parce qu'elle a dit, imaginez cette chanson sans les solos, c'est quoi, hein, ça change, bon certes, et elle a même gagné, hein, donc ils doivent lui attribuer des droits là-dedans. Mais ce que je veux dire, c'est que, peu importe, alors quelqu'un dira, mais c'est les disques de Pink Floyd, c'est pas les disques de Claire Torrey, mais Claire Torrey, comme dire, a contribué à la production de ces disques. On sait que c'est une œuvre éclatée dans le temps, et avec plusieurs personnes qui ont contribué à sa réalisation. Donc l'auteur, dans un sens large de ces disques, est une équipe, c'est pas une personne ni seulement un groupe, hein, parce qu'on est face à une construction dans ces cas. Mais quand il s'agit de l'exécution d'œuvres écrites, la musique écrite, partition qui est faite pour être jouée, ou alors d'improvisation, ces deux cas font directement appel à l'idée d'une performance réelle. Alors, le tableau change. Pourquoi? Eh bien, on s'attend dans ces cas que les musiciens soient capables de faire ce qu'ils nous montrent. Hein? Imaginez, je ne sais pas, d'entendre un enregistrement d'une sonate de Beethoven, prenons la 106, allez, pour prendre une très facile, la Hammerklavier. Je veux dire facile, c'est ironique évidemment parce qu'elle est très difficile. Quelqu'un qui l'a enregistré morceau à morceau à la maison, a tout collé, et a fait un enregistrement magnifique, après vous allez l'entendre en concert, il se plante tout le temps et il n'est pas capable de la jouer. Bah, c'est différent, vous voyez. Dans ce cas, vous criez au scandale, pour ainsi dire. C'est-à-dire, la musique improvisée, pareil, quelqu'un qui a fait un solo formidable, après vous allez en concert, on dit, c'est plutôt médiocre ce qu'il fait. Mais par contre, ce que j'ai entendu, c'était un miracle, quoi. Dans les attentes de l'auditeur-spectateur, dans ces cas, il y a l'idée que le musicien est tout à fait capable d'exécuter ce que vous écoutez. Et voilà, donc, prenez, c'est pas le cas d'improvisation faite dans un live streaming, et dans ces cas, comme dire, c'est le live de la matinale, je crois que c'était Radio France, c'est quelque chose comme ça, et le fait qu'il le fasse en direct, évidemment, compte. Et quelle meilleure preuve que le live streaming, donc, quelque part. Hein, exactement comme dans le cas du concert. Si on parle de musique à distance, le live streaming devient, comme dire, cette option manifeste dans le monde numérique une valeur esthétique ajoutée, au moins en ce qui concerne l'acte performatif. La performance en live streaming nous donne, dans le monde qui est le web, une valeur ajoutée, quelque part, c'est-à-dire une valeur esthétique ajoutée. Parce que nous apprécions d'autant plus le fait que le musicien sache faire ce qu'il fait. Bon, évidemment, c'était valable aussi pour le monde réel, mais donc, il y a cet aspect, comme dire, lié vraiment à la présence de la performance dans le web, hein, dans le monde numérique. C'est quand même aussi une valeur esthétique ajoutée. Bref, voilà, j'avais dit, pour arriver en conclusion, donc après, justement, ouvrir un peu le débat. Alors, j'ai observé que la performance musicale diffusée en direct sur le web s'accompagne de la production d'une plus-value, hein, due à la transformation de l'événement en document. Cette transformation est fondamentale. Augmentation significative de la valeur d'exposition de l'acte performatif. Ça, c'est quelque chose qui est là et qu'on ne peut pas ignorer. Et je veux dire, c'est quand même une donnée importante des changements. Expression d'une nouvelle forme d'authenticité dans le monde des médias sociaux. Là aussi. Et nouvelle forme d'interaction entre le public et les musiciens. C'est pas rien, au fond. C'est-à-dire, la migration de la performance dans le web a quand même, s'accompagne des modifications qui peuvent nous paraître relativement petites, insignifiantes, mais nous savons combien dans le temps, après, ces genres de petites modifications, à travers des phénomènes d'hystérésis,
produisent, c'est comme la goutte qui fait déborder les vases, produisent des phénomènes nouveaux. Et peut-être que demain, voilà, les nouveautés viendront peut-être par cette petite fissure qui s'est créée entre les musiciens et le public. Cette fissure qui est comblée, si on veut, par la technologie web et par toutes ces formes de transmission à distance de la musique. Merci.